Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, on verra que les esprits tordus ne devraient jamais se rencontrer. C'est parti. Munich 1943. Depuis quelque temps, les bombardements alliés se succèdent et rendent dans la ville toute vie impossible. Aussi, les autorités scolaires prennent-elles la décision d'éloigner les élèves des écoles. Dans des camions militaires bâchés, les gamins de 6 à 15 ans prennent la direction des campagnes avoisinantes. Là, au moins, ils seront en sécurité. C'est la seule réaction qu'inspire cette mesure, que tout le monde juge salutaire. Que les enfants se retrouvent désormais livrés à eux-mêmes, coupés de leurs parents, ne préoccupent personne. C'est la guerre. Et il y a bien d'autres sujets d'inquiétude. Les enfants, eux, s'en plaignent moins que personne. Pour eux, cet éloignement subi de leur cadre de vie ressemble à des vacances. Hugo Werner, pourtant, n'est pas de cet avis. Il a 13 ans, mais il paraît plus que son âge. Il fait déjà 1,70 m et une légère moustache brune ombre sa lèvre supérieure. Sa mère, comme beaucoup d'autres femmes, travaille dans une fabrique d'armement. Son père, comme tous les autres hommes ou presque, est militaire. Oui, Hugo s'ennuie dans son école improvisée au milieu de la campagne bavaroise. La rue lui manque, avec ses bandes de garçons de son âge. Et ses bagarres. Se battre, c'est ce qui l'attend. En cette année 1943, se battre comme son père, comme les pères et les grands frères de ses camarades. Mais pour l'instant, il faut bien une distraction, une manière de tuer le temps à défaut d'autre chose. Et il trouve une idée, fonder une association, une société secrète. Pendant les récréations, il en parle à plusieurs de ses camarades. « Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? On appellerait ça la bande des panthères. » Bientôt, ils sont 5. Ils ont entre 11 et 13 ans. Une nuit, dans les toilettes du dortoir, ils prêtent serment en mêlant leur sang, après s'être coupé le doigt avec un couteau de scout. Voilà, la bande des panthères est constituée. Ce n'est pour ces jeunes garçons qu'un moyen facile d'éprouver un petit sentiment d'héroïsme, alors que les adolescents, qui ont seulement quelques années de plus qu'eux, se font tuer à Stalingrad, en Afrique ou ailleurs. Dans leur école, perdue dans la campagne, ils s'inventent des missions secrètes, dangereuses et exaltantes. Voler la nuit, quelques pommes au réfectoire, ou bien un encrier dans le bureau du directeur. Mai 1945, la guerre est terminée. Les enfants retournent à Munich. Hugo Werner et sa bande, à bord d'un camion militaire américain, retrouvent leur ville, 2 ans après l'avoir quittée. Les 5 gamins se serrent les uns contre les autres. Ils appartiennent à la bande des panthères. Donc, ils sont des durs. Ils ne doivent pas manifester leurs émotions. Et pourtant, comme ils en auraient envie. De Munich, ils ne reconnaissent rien, ou presque. Les bombardements se sont multipliés pendant leur absence. Partout, des ruines, des maisons éventrées, des rues barrées qui obligent à des détours interminables. Et puis, c'est le retour dans leur foyer. Quand Hugo Werner rentre chez lui, sa mère est là, qui l'attend sur le palier. À son regard, il comprend tout de suite. Il n'est pas surpris quand elle lui annonce que son père a été tué sur le front russe. Quand les 5 membres de la bande des panthères se retrouvent 3 jours plus tard, il semble qu'ils aient tous vieilli de quelques années. 3 d'entre eux, dont Hugo, ont perdu leur père. Celui du 4e est prisonnier, le 5e est blessé. Fini l'insouciance, l'exaltation facile. Ils sont graves et décidés à faire quelque chose de grave. Les gamins errent longtemps dans les rues en ruine de la capitale bavaroise avec un sentiment mêlé de désarroi et de liberté. En ce milieu de l'année 1945, c'est un peu la jungle à Munich. Les habitants sont à la recherche de leur subsistance. C'est le moment où les plus forts, les mieux organisés, les plus décidés peuvent tout se permettre, tout obtenir. Sans s'en rendre compte, sans doute, la bande des panthères a changé de nature. Ce ne sont plus des écoliers jouant un jeu plus ou moins héroïque, mais de jeunes loups s'enfonçant dans la forêt sauvage pour sortir vainqueurs. Hugo Werner et ses camarades sont partis pour la guerre, leur guerre à eux, avec quelques mois de retard sur leur aîné. Les ruines de Munich seront leur champ de bataille et la bande des panthères ne va pas tarder à faire parler d'elle. Une villa délabrée du centre de Munich, un pavillon autrefois luxueux, ouvert à tous les vents au milieu d'un jardin à l'abandon, c'est là que la bande des panthères a élu son quartier général. Elle a pris l'habitude de se réunir la nuit dans la pièce principale, immense et vide. Les meubles ont sans doute été déménagés par les anciens propriétaires, à moins qu'ils n'aient été emmenés par des pillards. Cette nuit de décembre 1945, la bande est au complet.
Hugo Werner a maintenant 15 ans et il a presque l'air d'un homme. Il est costaud, athlétique, son visage a perdu ce qu'il restait d'enfantin. Autour de lui, ses 4 camarades, Eric Rutner, 15 ans lui aussi, son second, il a l'air plus réfléchi que les autres. Lui, c'est l'intellectuel de la bande, le seul qui ait des résultats en classe. Puis les 2 frères Brown, 15 et 13 ans. Des gamins à l'air effronté, pur produit de la rue avec ce qu'elle a de bon et de mauvais. Enfin, Alois Landhart, le plus jeune. Un blondinet plutôt frêle qui semble moins assuré que les autres. Tous 5 serrent frileusement sur eux, leurs manteaux trop longs ou trop courts. Dehors, la neige et le vent s'engouffrent à travers les fenêtres sans carreaux. Hugo Werner prend la parole d'une voix décidée en martelant les syllabes. Le moment est venu d'adopter les statuts. Il déplie une feuille de papier, l'approche d'une bougie et commence à lire. Sa voix résonne dans la pièce vide. Article 1. La bande des Panthères a pour but de procurer à ses membres un train de vie élevé par tous les moyens, légaux et illégaux. Hugo Werner a enflé la voix en prononçant « et illégaux ». Un murmure d'excitation mêlé de crainte a parcouru le petit groupe. Article 2. Une caisse commune sera créée pour recueillir les produits de toutes les entreprises. Article 3. Tous les membres de la bande doivent avoir un travail fixe afin de pouvoir justifier de leurs gains. L'adolescent se tait et regarde ses camarades. La lumière des bougies, qui éclaire son visage, lui donne un aspect inquiétant et quelque peu diabolique. Il continue. Article 4. La peine de mort sera appliquée à tous ceux qui trahiront la bande des Panthères. Chez les autres, il y a un frisson. Un frisson de peur, bien sûr, mais aussi de plaisir. Maintenant, c'est vraiment sérieux. Ils risquent vraiment leur vie. Avec l'article 4, la mort vient d'entrer à leur côté. Ils sont des adultes. Comme tous ceux qui ont dû faire la guerre pendant des années. Ils sont à leur manière des héros. Pourtant, lorsqu'Hugo Werner et ses camarades veulent passer à l'action, ils se rendent compte que ce n'est pas si facile que cela. Les trafics, le marché noir, les bonnes affaires, ce n'est pas pour eux. Ils se retrouvent vite en concurrence avec des délinquants chevronnés qui les envoient promener en riant quand ils leur proposent une association. C'est alors que Hugo Werner a une idée. Hans Stitch, c'est un grand, il a 20 ans, et il habite la même rue que lui. Avant de partir à la guerre, il était en maison de correction. Il a déjà un palmarès éloquent de mauvais garçons derrière lui. Hugo Werner arrive à le rencontrer dans un café de sa banlieue. Hans Stitch envoie tout d'abord promener ce gamin. Mais Hugo insiste. Et Stitch finit par l'écouter. C'est vrai que, malgré ses 15 ans, il a l'air terriblement décidé. « Bon, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Hugo Werner répond tout d'une traite. « Des armes. » Le grand a un sifflement. « Des armes ? Comme t'y vas ? Et qu'est-ce que tu me donnes en échange ? T'as de l'argent ? » ?»« Non, mais j'ai ma bande. On est 5. Tu nous indiques un coup et on ira. On n'a pas peur. Et on te donne une partie du butin. » Hans Stitch réfléchit. Malgré lui, la fermeté du gouverneur l'impressionne. « Bon, je peux te procurer 5 revolvers. Les armes, c'est pas dur à trouver. Il y en a partout en ce moment. Pour le coup, c'est pas difficile non plus. J'en ai un tout prêt. Mais ça sera 50% pour moi, d'accord ?» Le chef de la bande des Panthères accepte. Et quelques nuits plus tard, Hans Stitch vient apporter ses armes dans la villa en ruine. Les Moser passent de main en main comme des objets de culte. Les garçons sont tellement impressionnés qu'ils ne prononcent pas un mot. C'est Stitch qui rompt le silence. « Il y a une station-service dans le centre de la ville. C'est une des rares à être ouverte. Et c'est vous dire si elle fait un sacré pognon. Et pourtant, elle n'est pas gardée. Même les pompistes ne sont pas armés. Mais on est bien d'accord. Vous y allez sans moi et on partage. » Hugo Werner répond sobrement. « C'est d'accord. » La suite se passe à mettre au point les détails de l'attaque à la lueur des bougies. Le lendemain, ils sont dans la rue tous les 5, serrant sous leur manteau leurs gros revolvers. Cette fois, c'est sérieux. Ils risquent leur vie. Ils sont enfin devenus des hommes. Mieux, des panthères qui ont juré de vaincre ou de mourir. Dans la station-service, il y a effectivement du monde. Une longue file de voitures attend devant la pompe et apparemment, pas de policiers ni de militaires en vue. Hugo poste ses hommes de chaque côté de la rue. Lui-même s'approche de l'employé, sort son revolver et dit d'une voix terrible. « La caisse ! Et vite !» Surpris et terrorisé, l'homme se laisse conduire vers le bureau. Tout a l'air de se passer comme prévu, mais à l'extérieur, les autres panthères n'ont pas le même sang-froid que leur chef. Ils sont sortis leurs revolvers et les passants, les badauds, les regardent. Ils n'emmènent pas large.
Est-ce que l'un d'eux ne va pas tenter quelque chose? Est-ce qu'il y a parmi eux un policier ou un militaire en civil? Alois Landart, le blondinet le plus jeune, est le moins assuré. Il fait tous ses efforts pour qu'on ne le voie pas trembler. Il regrette à présent. Il aimerait être chez lui. La peur, le danger, il vient de le découvrir. C'est quelque chose qui vous noue la gorge, qui vous fait flageoler les jambes. Alois sue à grosses gouttes. La menace peut venir de partout. Peut-être dans son dos. Il se retourne et, sans réfléchir, se met à tirer. Il y a des cris, une bousculade. Du coup, ses camarades se mettent à tirer aussi. Hugo Werner, qui était avec le pompiste dans le bureau, en sort précipitamment et donne l'ordre de fuir. Les gamins s'en vont à toutes jambes. Sauf Alois, qui, complètement paniqué, jette son arme. Il est rapidement maîtrisé par un passant. Voilà, la bande des panthères a raté piteusement son premier coup. Ce serait une bonne leçon et tout va rentrer dans l'ordre. C'est sans doute ce qui aurait pu se produire. Pourtant, c'est maintenant que l'aventure de Hugo Werner et ses camarades va basculer dans l'horreur. Après cet échec, les 4 gamins restants se retrouvent dans leur repère, une maison en ruine à Munich. Et là, Hugo Werner éclate une colère terrible. C'est Stitch, j'en suis sûr. Il avait prévenu les flics. Ils ont tendu une embuscade. Aucun des membres de la bande n'ose répliquer que ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas d'embuscade. C'est leur affolement qui a fait tout rater. Lui, Hugo, était dans le bureau de la station-service et n'a rien vu. Les autres savent, mais ils ont peur. Ils ont honte devant cet aveu humiliant. Ils se taisent. Hugo Werner continue. « Nous allons liquider Stitch. Il nous a trahis. Et vous connaissez nos statuts. » Le soir même, Hans et Stitch seront sans méfiance dans la villa en ruine. Hugo Werner lui montre un plan de Munich. Stitch se penche pour l'examiner à la lumière des bougies. Hugo Werner explique qu'il s'agit d'un coup formidable qui compensera celui qui vient d'échouer. Derrière lui, Eric Röttner, son second, se tient prêt, le revolver dans sa poche, il attend. Calmement, Hugo prend une cigarette et la porte à ses lèvres. C'est le signal. Dans son dos, Eric Röttner fait feu à 2 reprises. Le garçon de 20 ans a un soubresaut et s'écroule d'un bloc. La bande des panthères vient de commettre son premier meurtre. La victime est déshabillée et enterrée. Ses vêtements et ses chaussures seront revendus au marché noir. Une fois l'opération terminée, Hugo reprend la parole, toujours très maître de lui. Maintenant, c'est vraiment un chef de bande. Cet imbécile de Landart va sûrement parler. Il faut nous séparer et ne plus revenir ici. Mais nous nous retrouverons bientôt, je vous le jure. Devant les policiers, Alois parle, bien entendu. Mais ce gamin craintif a le sens de l'honneur, ou alors il a peur de ses complices. En tout cas, il ne dit que le minimum, c'est-à-dire les noms. Il ne parle ni de la bande des panthères, ni du lieu de réunion, la villa en ruine. Hugo Werner et les autres sont donc arrêtés à leur tour. Mais la police n'a aucun soupçon quant à l'existence d'une bande organisée. Devant le tribunal des mineurs, Werner et ses 4 acolytes se voient condamnés chacun à 2 ans de prison avec sursis, une peine relativement indulgente, qui va leur permettre de tout recommencer. C'est 6 mois plus tard, après être sûrs qu'ils ne sont plus surveillés, qu'ils se retrouvent dans leur repère. Werner les accueille les uns après les autres avec de grands sourires. La bande des panthères reprend vie. Alois s'est demandé longtemps s'il devait aller à cette réunion. Dans le fond, il n'avait aucune envie de renouer avec cette existence pour laquelle il n'était pas fait. Mais il avait peur d'Hugo, et la peur l'a emporté sur les autres considérations. Dans la maison en ruine, à la lueur des bougies, Hugo l'accueille avec la même chaleur que les autres. Il lui tend la main. « Salut, Alois !» Et de sa main gauche, il fait feu 2 fois. Alois s'écroule, touché à mort. Il avait 14 ans. Werner prononce pour toute oraison funèbre « Tu avais oublié l'article 4 des statuts. » C'est le second meurtre de la bande des panthères. Le corps de l'adolescent va rejoindre celui de Hans Stitch, tué 6 mois plus tôt. Ses vêtements et ses chaussures seront aussi vendus au marché noir. Hugo Werner s'assied calmement sur le plancher. Il invite les autres à en faire autant. Et maintenant, il nous faut un coup fumant. Quelqu'un a-t-il une idée? C'est Eric Röttner, son second, qui prend la parole. « Écoute, il y a mon oncle, Mathias Augustin. C'est un retraité. Je sais qu'il a un joli magot. 3000 marks au moins. Ça sera facile, il vit seul. Seulement, ce que je te demande, c'est de ne pas lui faire de mal. C'est que je l'aime bien malgré tout. » Le projet recueille l'accord de toute la bande. Hugo Werner, qui est impatient d'agir, décide d'y aller seul le lendemain même. Il va leur donner une leçon. Il va leur montrer comment on fait quand on est une vraie panthère. Hugo sonne à la porte d'un petit pavillon de banlieue. Dans sa poche, il serre un revolver de gros calibre. La porte s'ouvre. Une tête méfiante aux cheveux blancs apparaît.
Qu'est-ce que c'est ? C'est Eric, votre neveu, il m'envoie. L'homme regarde d'un air soupçonneux et brusquement il ferme la porte. Mais d'un même mouvement, Hugo Werner l'a bloqué avec son pied. Il s'ensuit une courte lutte, chacun poussant de son côté. À la fin, Hugo s'énerve. Il sort son revolver et fait feu à travers la porte. À l'intérieur, il y a un choc. Mathias Augustin gît sur le sol, tué d'une balle en pleine tête. C'est la 3e victime de la bande des Panthères. Cette fois encore, le coup est raté. La détonation a ameuté le quartier. Hugo n'a que le temps de s'enfuir. C'est en venant rôder, quelques heures plus tard, près de la maison de son oncle, qu'Eric Röttner apprend la nouvelle. Il reste immobile dans la rue. En face du pavillon, il murmure « Il a osé ! Il a osé !» Sa première impulsion est de courir à la recherche d'Hugo Werner et de le tuer avec le revolver qu'il a sur lui. Mais il change d'idée. Non, ce n'est pas Hugo le vrai responsable, c'est lui. Il n'aurait pas dû lui proposer le coup. Il connaissait trop bien Hugo pour savoir que cela pourrait à tout moment mal tourner. Dans un état second, Eric entre dans le premier établissement qu'il rencontre. C'est un cinéma. Il ne prête aucune attention au film. Il pénètre dans les toilettes. L'instant d'après, les spectateurs sont surpris par une violente détonation. Eric vient de se tirer une balle dans la tête. Transporté d'urgence à l'hôpital, le garçon, contre toute attente, survit. Et dès qu'il est en état de parler, il appelle le policier qui se trouve à son chevet. « Je veux tout dire. La bande des Panthères, tout. » Il raconte effectivement tout. Les statues, dont le fameux article 4, la maison en ruine, les meurtres de Hans Stitch et d'Alois Lendart, enfin l'assassinat de son oncle, dont il est indirectement responsable. Cette fois, la bande des Panthères a vécu. Hugo Werner est arrêté le jour même. Il se montre d'un détachement étonnant. C'est un dur, un vrai dur. Et pourtant, il n'a pas 16 ans. Quelques jours plus tard, lors de l'exhumation de ses victimes, il dira même, très maître de lui, en contemplant les cadavres, « C'était des voyous. Vous devriez me remercier. J'ai rendu service à la société. » Le procès de la bande des Panthères s'est ouvert en janvier 1950. À cette époque, en Allemagne, on avait hâte de se débarrasser de ces délinquants, qui avaient poussé comme des champignons sur les décombres de la guerre. La jeunesse pourrie, comme l'appelait la presse, n'avait plus de place dans la société. Les psychiatres ayant confirmé que les jeunes gens étaient parfaitement responsables, Hugo Werner a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Eric Röttner, qui avait dénoncé la bande, a 5 ans de prison et les 2 autres à 25 ans. Les jurés ont sans doute eu raison. Former un mouvement armé ayant pour but la violence, le vol et le meurtre ne pouvait être que le fruit de l'esprit pervers de Hugo Werner. Car on se demande où, dans le Troisième Reich en Allemagne, en 1943, la bande à Hitler, comme l'a appelé l'avocat d'un de ses accusés, aurait bien pu trouver des exemples. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Ces jeunes gens désœuvrés ont allié leurs bêtises dans l'unique but de faire de l'argent, par tous les moyens. Heureusement, l'un d'entre eux aura parlé. À bientôt les petits angoissés.